Ah, merci, merci ma chef. Oui, c'est au chapeau d'ici, le chapeau Panama, dans le Ah, Yucateca. tu l'as acheté où ton chapeau? Et dans la capitale du chapeau Panama, c'est un village qui se trouve pas loin de Mérida, qui s'appelle Becal. C'est Ah la oui, spécialité Bécale. de cette village. Ah oui, c'est la spécialité de ce village. Mhm. C'est Ripi Rapa? Oui, la plante qu'on utilise pour faire les chapeaux s'appelle hippie rapa. C'est la petite palmier. Bon, ben chouette. Bon, ben chouette. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Francisco? Est-ce que vous l'entendez bien, notre petit guide du Yucatan, natif de Mérida? On entend bien. Top. Oui, bien, bien. Bon, ben chouette. Du coup, on va vous expliquer rapidement l'outil pour ceux qui se connectent pour la première fois. Puisqu'on a vu qu'il y avait des nouvelles personnes là qui se sont inscrites, qui n'ont pas forcément participé aux précédentes. Donc désolé pour ceux qui ont déjà participé, je vais un petit peu rabâcher. Voilà, donc on a cette barre de chat sur la droite, sur laquelle, avec laquelle vous pouvez interagir avec nous directement. Vous pouvez voilà écrire si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions, etc. Ensuite, on va interagir avec vous, on va vous poser des questions. Donc, au moment où vous voyez les questions se projeter sur l'écran, vous pouvez directement interagir directement avec votre écran et sélectionner les réponses et cliquer sur envoyer. Et ensuite, on commentera les résultats globaux et Francisco nous dira si on a bien répondu. Et à la fin, on aura en fait une session de questions-réponses. Donc voilà, ça va être votre occasion de vraiment d'interagir avec Francisco, lui poser toutes les questions que vous avez en tête sur Mérida, sur la culture maya. C'est vraiment très ouvert. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et voilà, donc du coup, ça sera à la fin de la visite. Et voilà, et puis on va voir différents types de contenus. Et puis à la fin de cette visite, on vous enverra un petit mail de remerciements. Et puis dedans, on vous mettra un petit peu les sources, des vidéos qu'on vous suggère pour aller plus loin, pour en prendre un peu plein la vue. Bonjour Catherine. Bon, bah Francisco, comment ça va aujourd'hui? Il fait quel temps à Mérida? Ah bon, il fait très chaud ici à Mérida. On est à 10h30 du matin, 11h30 du matin, et on a déjà 38 degrés. Hein. Et Waouh! peut-être, ah oui, c'est chaud et l'humidité est environ de 75%. Ok. Bon, mais Francisco, ça fait combien de temps que tu es guide, toi? Bon, ça fait 28 ans que j'ai commencé à guider avec ma certification officielle. Mais je pense que j'ai commencé mon travail de guide à l'âge de 14 ans. Waouh! Oui, je suis passionné par mon pays. Tu sais, Mexique, c'est immense. On a tout. On a la jungle, on a la forêt, on a la plage, on a la montagne, on a les volcans. On a tout. Et moi, je suis passionné de voyager et avec des informations. Je partageais cette information avec les autres personnes. Comme ça, je pense que j'ai commencé mon travail. Ça fait longtemps. Waouh, bah t'as de très bonnes raisons pour être passionné par ton pays et c'est bien que on peut parler d'une vocation là. Si tu exerces depuis que tu as 14 ans, on peut vraiment parler d'une vocation. Oui. Et du coup, tu parles quelle langue en plus du français parce que tu parles très très bien français. Merci beaucoup, Alexia. Bon, je suis né à Mérida, Yucatan, et Yucatan, c'est le pays des Mayas. Et comme ça, je parle maya et espagnol, c'est la langue officielle. Et après, j'ai appris l'anglais et le français au Canada, et je parle 60-70% d'italien aussi. Waouh, quel polyglotte. Ok, Merci. bon bah merci beaucoup Francisco d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation et de partager toutes tes connaissances avec nos participants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas de quoi tu vas nous parler? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Bon, aujourd'hui, je vais faire visiter ma ville qui s'appelle Mérida, La Blanche. C'est la capitale culturelle mexicaine. Et c'est une jolie ville coloniale fondée par les Espagnols. Et on a beaucoup d'histoires et on a des témoins architecturels avec les édifices qu'on a ici à vous montrer.
Ok. Bon, on va commencer par une petite question. Donc, on vous parlait tout à l'heure d'interaction avec vous. Donc là, on va vous poser quelques petites questions pour un petit peu rentrer dans le sujet. Donc, la première question qu'on va vous poser, c'est en quelle année a été fondée Mérida? Alors, n'ayez pas peur. On vous demande pas de répondre juste. C'est juste voilà, pour rentrer un peu dans la matière et approfondir nos connaissances. Donc, est-ce que c'était en 1557, en 1542, en 1583 ou en 1562? La deuxième question, c'est combien y a-t-il de villes appelées Mérida dans le monde? Est-ce qu'il y en a 2, 3, 5 ou 6? Et pourquoi appelle-t-on Mérida la ville blanche? Est-ce que c'est car Porfirio Díaz a dit en entrant à Mérida, la race est en train de se blanchir? Donc Porfirio Díaz était un dictateur mexicain qui est resté 34 ans au pouvoir. Est-ce que c'est les façades de Mérida ont été construites avec de la chaux? Est-ce que c'est parce que les Indiens avaient interdiction de rester dans la ville qu'on les voit? Ou est-ce que c'est parce que beaucoup d'édifices sont blancs en raison de l'utilisation de la pierre calcaire? Voilà, donc on vous laisse répondre directement à l'écran. Et ensuite, on va regarder le résultat ensemble. On vous laisse 2 petites minutes. Alors, on va attendre quelques secondes encore. Donc, pour rappel, vous pouvez vraiment interagir avec l'écran. Vous pouvez cliquer avec votre petite souris et choisir les réponses qui vous semblent correctes. Alors, on peut partager peut-être les résultats. Alors, Francisco, est-ce qu'ils ont vu juste? Oui, je vois que la plupart étaient correctes parce que, bon, il y a un petit groupe de personnes qui l'a dit 1557. Non, c'est pas correct. 83 aussi, c'est pas correct. 72, c'est pas correct. La date correcte, c'est 1542. On a la majorité qui ont bien répondu. Bravo, Et ensuite, bravo. à la deuxième question, est-ce qu'ils ont eu juste? Combien de villes appelées Mérida dans le monde? Oui, il y a quelques personnes qui l'ont dit 2, la majorité il a dit 3. Et la réponse, c'est, bon, on peut dire 3 officiellement, parce qu'on a la Mérida originale, que c'est celui-là de l'Espagne. Après ça, ils ont fondé la Mérida de Mexique, que c'est ici. Et après, ils ont fondé une autre ville, Mérida, à Venezuela. Voilà. Mais dans les Philippines, il y a un petit village qui s'appelle aussi Mérida, mais ce n'est pas une ville. C'est pour ça qu'on ne peut pas les considérer comme une ville. C'est quoi la différence entre un village et une ville? Vous savez, ici à Mexique, ça dépend du nombre des habitants. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est celui-là des Philippines, et ça compte comme la ville. Du coup, nous avons 3 Méridas officiellement dans le monde et essentiellement dans des pays hispanophones. On comprendra un peu plus tard pourquoi. Et la troisième question, pourquoi appelle-t-on Mérida la ville blanche? Alors, on a beaucoup de réponses là. Là, on a beaucoup de réponses et je vois que la moins considérée, c'est ça la plus correcte peut-être. Voilà. Parce que pour commencer, je vais vous dire que on n'a pas une seule raison pour appeler ça Mérida, ça peut être aussi la conjugation des 2 réponses. Et l'officiel qu'on sait, c'est celui-là de Porfirio Díaz, qui à la visite de Mérida, il a regardé que la plupart de la population riche de Mérida, elle était blanc avec les yeux plus clairs, c'est les descendants des Espagnols surtout. Et c'est pour ça qu'il a dit, bon, la race est en train de se blanchir. Mais aussi, les façades de Mérida ont été construites, sont peintes avec la chaux. Ça aussi, c'est correct. Voilà.
Et les dernières, les édifices sont blanchis, pas actuellement. Actuellement, on a récupéré les tonalités pastel de l'époque coloniale. Voilà. Comme ça, la réponse correcte, c'est celui-là de Porfirio Díaz, la plus acceptée, on peut dire. La plus acceptée. Il y a plusieurs versions, mais celle qui est la Voilà. plus officielle. Mais d'ailleurs, ça peut aller, ça peut venir aussi avec les Indiens avaient interdiction de rester dans la ville. Finalement, Oui, parce que aussi. c'est peut-être pour ça que, comme les Indiens n'avaient pas le droit d'être dans la ville de Mérida, quand Porfirio est arrivé, il a dit, ah ben, la race est en train de se blanchir parce qu'il n'y avait que des blancs dehors, finalement. Exactement. Donc, ça peut Exactement. être, C'est les ça. deux peuvent aller ensemble. Bon, du coup, Mérida, ça se trouve où sur la carte au Mexique? Surtout au sud-est de Mexico. Voilà. Et on est une péninsule, comme ça on a trois côtés. Un côté vers la mer des Caraïbes, et le nord, c'est le début du golfe du Mexique, et du côté l'ouest, on est au golfe du Mexique. On est à 320 km de Cancún, que c'est la côte est. Et voilà, et on est à 28 km de la plage de Progreso, c'est la plage qui se trouve au nord de la ville de Mérida. Oui, finalement, on est vraiment tout proche de la mer. C'est vraiment Oui, une localisation idéale de la ville de Mérida. oui, c'est ça, c'est ça. On avait une question de Hélène, d'ailleurs, pour revenir un petit peu à la ville blanche de Mérida, qui nous demande, du coup, ont-ils repeint les coloris coloniaux au-dessus de la chaux? Oui, 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 la réponse est oui. La D'accord. réponse est oui. Oui. Du coup, c'était à l'époque, en fait, la chaux, c'est pour éloigner les insectes, c'est ça. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans le Yucatan aussi sur les troncs d'arbres. Ah, Et du oui, coup, après, c'est vrai. par-dessus, ils ont colorié aussi, enfin, ils ont peint avec des couleurs un peu Oui. plus variées. Oui, Ok. mais aussi, bon, laisse-moi faire un petit commentaire. Et ça, c'est pas une invention des Espagnols. Et les Espagnols ont regardé que les maisons mayas sont faites avec des petits bâtons de bois, Mhm. terre cuite pour couvrir les espaces et la terre. Et sur ça, ils ont mis une couche de la chaux D'accord. pour donner la couleur blanche, mais aussi c'est pour protéger des insectes. Les insectes, ils n'aiment pas la chaux. Voilà, et comme ça, les Espagnols, ils se sont dit, ah bon, si ça marche pour eux, ça va S'ils le marcher font, pour on va nous le faire aussi. aussi. Voilà. Et Ils ont copié ils les ont fait Mayas, ça. tiens. Ça Intéressant. vient du temps des Mayas. Ok. Et aussi, et ça, tu peux les mélanger avec une couleur de tonalité pastel. Et ça, tu les mets sur la maison. Et ça va protéger avec des Mhm. couleurs. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui, parce que maintenant, Mérida, voilà, c'est des Voilà. façades de toutes les couleurs. C'est Voilà, vraiment c'est hyper vraiment joli. excellent. Ah oui, ah oui, oui, oui. Là, on est dans quelle rue, là, dans Mérida? On est dans la rue principale qui s'appelle la 60. Mhm. Et l'église qu'on voit là, c'est la cathédrale de Mérida, qui après on va parler de l'importance de cette cathédrale. Et c'est la rue principale, on peut dire, qui se va sud au nord, qui traverse presque toute la ville. Mhm. Et on trouve les meilleures choses, des boutiques, des restaurants, boutiques artisanales, librairies, théâtres, presque tout, on les trouve sur la rue principale 60. Et comment s'appelait Mérida avant l'arrivée des Espagnols? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'il faut dire que Mérida s'était fait là parce que là, avant, il y avait une ville maya qui s'appelait Ixcancijo, que ça veut dire un peu comme l'endroit du serpent à sonnette. Voilà. Mhm. Et c'est là qu'il a choisi les concurrentes pour fonder la ville de Mérida et la démonter des pierres des temples mayas pour faire les centres-villes surtout. Centre-ville, pardon. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là comme bâtiment à l'écran? Et bon, et là, on voit une très jolie maison du général Gabriel Canton. Il a fait sa maison, c'est pour lui, sa femme et sa fille. D'accord. Et ça s'est trouvé sur une avenue qui s'appelle maintenant Paseo de Montejo. Et bon, il nous montre les pouvoirs économiques qu'il y avait à Mérida entre les années 1880 et 1920. D'accord. Après, on va dire pourquoi. Ok, oui, on va en savoir un peu plus. Mais vraiment, voilà, l'architecture de Mérida est vraiment particulière, hein. C'est vraiment hyper charmant. On ressent vraiment
l'esprit colonial, toutes les couleurs. C'est vraiment une ville colorée. C'est vraiment une très, très belle ville. Hein. Oui, c'est vrai. Comment je peux dire, on ne peut pas dire que c'est un seul style. On appelle éclectique, hein, parce que si on regarde ça qu'on voit, c'est l'université de Yucatan, une des premières universités fondées au Mexique, fondée par les jésuites, les pères jésuites. Et si tu vois ça, il y a plus un peu de fortifications, châteaux, tu vois. Oui, c'est vrai. Le style, c'est un peu différent des autres styles coloniaux, que le style classique colonial, c'est des colons, les balcons, et voilà, et la beauté de la ville coloniale ne se trouve pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, avec les patios centrales, les arcades et tout ça. Et du coup, c'est qui a construit cette ville de Mérida? Francisco de Montejo, c'est lui qui l'a commencé. Voilà, on voit sa photo, bon, ça, son image. C'est lui qui l'a décidé à faire une ville pour contrôler la péninsule de Yucatan, qu'il faut dire que c'était peuplé par les Mayas rebelles, par des Mayas qui ne voulaient pas être Esclave des Espagnols ou... colonisés par les Espagnols. Mais finalement, lui, en 1542, il a commencé à faire la ville de Mérida. Et il a tout détruit finalement. Ils ont laissé aucun vestige. Enfin, on n'a aucun vestige maya à Mérida. Tout a été détruit. Malgré tout, oui. Oui, parce qu'il y a des autres endroits, comme par exemple à côté de Mérida, Izamal. C'est une ville coloniale, mais on a des temples aussi mayas. Hein. On peut monter un temple maya, visiter un monastère de l'époque de la fondation de la ville, ça veut dire 1548, et la ville moderne. Mais à Mérida, ils sont tout détruits. Et du coup, pourquoi il s'appelle Mérida? Ah, ça c'est une bonne question. S'appelle Mérida parce que le fondateur de la ville, Francisco de Montejo, il est venu de la région en Espagne qui s'appelle Extremadura et c'est là qu'il se trouve Mérida, la ville de Mérida. Et bon, lui, il a dit, bon, on va faire une ville comme c'est celui-là de l'Espagne qui s'appelle Mérida. Donc l'original, donc c'est la Mérida d'Espagne. Et évidemment, c'est les colons quand ils sont arrivés dans les différents pays qui ont un peu ajouté. Il y a une autre ville, on en parlera plus tard, mais il y a aussi Valladolid qui existe aussi en Espagne. Exactement, exactement. Et du coup, il y a une personne dont tu voulais nous parler qui a été vraiment importante, une personne française, il me semble, dont tu voulais nous parler, qui a été importante pour la ville de Mérida. Oui, et on parle du comte Frédéric Waldeck. C'est un Français qui a voyagé par l'Amérique et puis dans les années 1845, je pense qu'il est arrivé parce qu'il était aussi à Palenque. Hein. Même lui à Palenque, il a habité quelques années à Palenque pour faire des lithographies de tout ça qu'il a trouvé. Mais si on parle de Mérida, c'est quoi qu'il a fait? Il habitait à Mérida. Il a fait les premières, voilà, il a fait les premiers dessins des principaux bâtiments du centre-ville. Par exemple, on voit la jolie cathédrale de Mérida. Voilà. Oui, parce que la lithographie, finalement, juste pour être sûr, c'est vraiment quand la photo n'existait pas, la lithographie permettait de faire un petit peu des plans d'une ville. Voilà, exactement. Ça on appelle une information scientifique au vrai, parce qu'on a l'évidence, hein, voilà, l'image que c'est fait pour cette voyage français. D'accord. Bon, alors on va peut-être commencer la vraie visite de Mérida. Tu nous amènes où là? Tu nous amènes dans la maison de Francisco de Montejo, non? Oui, on va commencer avec la maison plus ancienne de la ville, la maison de Francisco de Montejo. Si Elle tu se trouve regardes où? la carte, ça se trouve sur la place d'Armes, qu'en espagnol on appelle Zócalo. Donc c'est ici, hein, sur la carte. C'est ici sur la carte. Et on va commencer dans le côté sud. Voilà. De la maison originale, la seule chose qui reste, c'est ça, la façade principale. D'accord. Voilà. C'est la seule façade baroque qu'on a dans toute la ville. Et je ne sais pas si vous pouvez voir tout en haut, il y a deux lions et le visage de Francisco de Montejo. Un peu On va plus essayer. en haut. Voilà. À plein.
Tout en haut Et ici, hein. voilà, on voit les deux lions et le visage de Francisco de Montejo avec une écriture qu'elle disait le 6 de janvier de 1542, tu as édifié cette maison et c'était la première maison édifiée dans la ville de Mérida. Une petite D'accord. question avant de continuer. Lion, il y a deux lions. Pourquoi des lions ici en Amérique, il n'y avait pas de lions, les Mayas ne connaissent pas les lions. Pourquoi les lions? Bon, ça c'est une autre chose de Francisco de Montejo. Lui, il est venu des royaumes de Castillo et Léon, Château et Léon. Et c'est pour ça, pour montrer ses origines de nobles, il a mis les lions. Oui, parce que le lion, on va le retrouver dans beaucoup d'endroits, finalement, même dans le blason, on le verra un peu plus tard. Et on a une question de Liselotte qui nous demande le Zócalo. J'ai l'impression d'avoir souvent entendu ce terme au Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire, Zócalo, exactement? Tu sais d'où ça vient, ce mot? Et avec les Zócalo, j'ai l'impression d'avoir souvent entendu. Si, voilà, parce que les Zócalo, c'est toutes les places centrales de toutes les villes de Mexico. Et dans toutes les places centrales, on trouve, comme j'ai expliqué avant peut-être, les pouvoirs religieux, que c'est la cathédrale, les pouvoirs politiques, que c'est les palais des gouverneurs ou la mairie, ça dépend. Et bon, de l'autre côté, pour payer les impôts, et tous les grands pouvoirs sont mis dans les mêmes endroits. Hein. Oui, c'est pour ça que là, à Mérida, on va voir les principaux monuments qu'on va visiter aujourd'hui se trouvent vraiment sur le Zócalo de la principale de Mérida. Exactement, exactement. Et du coup, dans ce bâtiment, aujourd'hui, on a quoi? On a un musée Oui, et cette maison s'était abandonnée par la famille Montejo vers les années 1860, et avant le boom de Sisal, avant la richesse qu'on va parler après. Et c'était complètement abandonné jusqu'à les années 1986. C'est quand la banque Banamex, il a acheté la propriété et il a fait la banque à l'intérieur, mais il a gardé la façade et il a gardé aussi 3 chambres que si un jour vous visitez Mérida, je vous conseille d'entrer et de voir les chambres avec les meubles, ce n'est pas de 1542, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à voir sur cette maison. Ouais, c'est un c'est un très très beau bâtiment. Et du coup, maintenant, tu vas nous amener où? Parce qu'il y a une cathédrale aussi qui est très importante pour l'Amérique latine. Ah, mais oui, ça c'est... On va maintenant aussi dans les Zócalo, dans le côté est. À l'est de le carré central, ça trouve la jolie cathédrale qu'on a regardé déjà, la lithographie qui nous a fait Waldeck. Et maintenant, on va aller voir la vraie. Voilà. Elle est très très belle, hein. Et c'est la plus ancienne d'Amérique latine, c'est ça? Exactement, exactement, Alexia. Et c'est considéré comme la plus ancienne. Pourquoi? Il y a une chose intéressante. Et ça a commencé en 1549. Et ça finit en 1599. Et c'est parce que ça finit en 1599 qu'on la considère comme la plus ancienne de Mexique. Parce qu'il y a des autres églises qui sont commencées avant. Par exemple, c'est celui-là, la capitale c'est celui-là de la capitale, qu'elle appelle la cathédrale métropolitaine. Ça a commencé en 1521, mais c'est fini jusqu'à 1800 quelque chose. Et c'est pour ça qu'on la considère la plus ancienne cathédrale. La grande différence, c'est vraiment la première qui a été terminée finalement, pas la première qui a été commencée. Donc là, on est sur le Zócalo de Mérida, c'est ce qu'on voit, la petite place. Voilà. C'était un très joli endroit où les Yucatecos, on va là pour, c'est pas pour s'asseoir, pour parler avec les gens, pour même les lundis, si tu vas là, tu vas voir beaucoup de personnes qui essayent de trouver des travail pour faire des petits travaux à la maison, les électriciens, les plombiers, toutes ces sortes de personnes. Ça veut dire que c'est un endroit très intéressant pour notre vie à Mérida. Ok. Et du coup, là, sur notre gauche, on a cette fameuse cathédrale. Du coup, qui a été construite avec les pierres des temples. Maya, oui.
Même la dernière fois qu'ils ont refait les pavements que c'est devant la cathédrale, et ils ont trouvé des squelettes, ils ont trouvé des ossements qui ça correspond à la ville préhispanique. Hein. Et ça, c'était la preuve que bon, ils ont trouvé. Et aussi les archéologues qui ont fait quelques travaux d'exploration dans les centres-villes, ils ont trouvé aussi des pierres taillées, que c'était la preuve de qu'avant, existait une ville maya. Waouh. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette cathédrale? Allez-y, parce qu'il y a une chose très intéressante. Regarde la beauté de cette cathédrale. C'est sobre, pas beaucoup de décoration, ça c'est vrai. Elle est très très belle. Et ce Christ alors? Il est important aussi ce Christ. Oui, parce que aussi, c'est le Christ le plus grand qu'on trouve en Amérique à l'intérieur d'une église. À l'intérieur d'une église, c'est cette Christ de 9 mètres, 25 centimètres. Bon, parce qu'à l'extérieur, on a plus grand, par exemple, c'est celui-là de Brésil, le Cristo de Corcovado de Brésil, ça c'est beaucoup plus grand. Mais à l'intérieur d'une église cathédrale, ça c'est le plus grand. C'est donné par l'Espagne, c'est donné, c'est des voix espagnoles. Elle est très très belle, hein, cette église. Ah oui, 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 c'est vraiment très belle. Et si tu vois l'église cathédrale, bon, je la trouve très belle, grande. Elle est très sobre pour une église catholique. Oui, parce que c'est fondé par des franciscains, et des franciscains, c'est un peu sobre les églises. Même on voit l'orgue qui ça marche très bien encore, et la chorale aussi. Il faut dire aussi, Alexia, que peut-être actuellement, Mexico, c'est le pays plus catholique de tout le monde. Nous sommes, on peut dire, les 90% de la population est les catholiques pratiquants. Les dimanches, dans cette église cathédrale, il y a des messes qui se commencent à 8h, 9h30, 10h30 et midi. 5 messes, voilà. Et ça le comble. Ils sont pleins. Les 5 sont pleins de monde. Ça veut dire que vont les enfants, les adolescents, les adultes, tout le monde va à la messe parce que c'est une partie de notre culture. Voilà. Bien sûr. Qui l'aurait cru? Maintenant, vous êtes plus pieux que n'importe quel pays européen. Ah, oui. On peut dire, mais en vérité, nous sommes très catholiques. Je ne sais pas si on peut parler au bout de Notre-Dame de Guadeloupe après, et la fête de Notre-Dame de Guadeloupe le 12 de décembre, que c'est vraiment une fête nationale. Elle est très très belle cette église. Et il y a un autre endroit que tu voulais nous montrer à Mérida qui est très important, c'est le palais du gouverneur, c'est ça? Parce qu'on a la mairie et on a aussi le palais du gouverneur. Oui, c'est comme ça parce qu'on est à la capitale de l'État. Et voilà, ça c'est l'extérieur du palais des gouverneurs. Que si vous voyez, ce n'est pas le même style de bâtiment que c'est à gauche parce que ça s'est rénové, restauré et refait en 1892. Ça a commencé et ça finissait en 1900. Et c'est pas la maison du gouverneur, c'est le bureau du gouverneur de tout l'État. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, on l'a toujours sur la même place. Hein. C'est pratique pour visiter Mérida parce qu'on a vraiment tous les monuments les plus importants vraiment côte à côte. Et du coup, c'est quoi la différence entre parce que tu nous disais qu'on avait vraiment une partie État et une partie ville. Du coup, c'est quoi la différence entre, par exemple, la mairie et le palazzo du gouverneur? Oui, le palais des gouverneurs les gouverneurs s'occupent de tout l'État, de tous les petits villages qui sont dans l'État. Voilà. Et les mairies, les maires de ville, c'est seulement pour les problèmes de la ville de Mérida. Voilà. Mais quelquefois, ils travaillent ensemble. S'ils sont des mêmes partis politiques, ils travaillent ensemble. Sinon, on a des problèmes. Mais ça, c'est toutefois les choses. Du coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce que on a un palacio du gouverneur dans toutes les villes importantes du Yucatan ou c'est parce que Mérida vraiment c'est la capitale du Yucatan? Non, il faut dire que les palais des gouverneurs, on les trouve que dans la capitale de l'État.
Il n'y a Ok. pas, dans les autres villes, dans l'État, on ne peut pas dire, c'est comme la cathédrale. Hein. Il faut dire que la cathédrale, seulement, il y a une cathédrale qui se trouve à la capitale. Et D'accord. s'appelle cathédrale parce que c'est là où l'évêque, elle donne la cathédrale. C'est pour ça qu'il s'appelle cathédrale, tu vois. Et bon, seulement, il y a un dans l'État, comme le palais des gouverneurs, seulement, il y a un dans l'État. D'accord. Et dans ce palacio là, dans ce palace, je sais pas comment trop le traduire en français, du gouverneur, on a des peintures, des murales qui sont très Oui, intéressantes. oui, pour nous, c'est... bon, on a essayé de faire la même chose que Diego Rivera, il a fait au Palais National. Si une personne il a visité le Palais National de Mexico, peut-être il a regardé les fresques de notre muraliste peut-être plus importante qui s'appelait Diego Diego Rivera. Rivera. Peut-être en Europe, c'est pas très connu, mais sa femme, oui, Frida Kahlo. Voilà. Frida Kahlo, peut-être c'est plus connu en Europe que Diego Rivera. Mais Diego Rivera, il a fait des fresques exceptionnelles à la capitale. Bon, Fernando Castro Pacheco, 1971, il a dit, bon, on va décorer notre État. Si on parle un peu de Fernando Castro Pacheco, c'était indépendantiste. Voilà, c'est pour ça que dans les tableaux, elle parle seulement de l'histoire de Yucatan. Voilà, D'accord. après on va parler pourquoi on est indépendantiste. Nous sommes comme les Corses de la France. Du coup, ça, c'est une des premières peintures qu'on voit, une des plus emblématiques quand on arrive quand on rentre dans ce palacio. Au fond, on a un escalier. Et en fait, quand on monte les escaliers, ben, un peu comme dans le Palacio National, finalement, on a des fresques vraiment en face et sur chaque côté de l'escalier. Et là, on a une des plus importantes peintures. Oui, tu as raison. À la montée de cet escalier, on voit peut-être le travail plus bel, à mon avis, de Fernando Castro Pacheco. Qu'est-ce qu'il nous montre là? Il nous montre un passage d'un livre qui s'appelle Le Popol Vuh, que c'est un livre de la mythologie maya qui nous explique d'où viennent les Mayas et pourquoi les Mayas, ils ont beaucoup de dieux et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il y a deux personnes, que c'est les deux frères mythologiques, qui sont en train d'aider à l'homme à sortir de la plante de maïs. Parce que selon ce livre et selon les Mayas actuellement, nous, on vient de maïs. Voilà, nous sommes les fils de maïs. Même une des traductions qui s'est acceptée par le mot maya, c'est fils de maïs. Hein, Et d'accord. voilà. Et on a une autre aussi peinture sur le pan gauche, il me semble. Et de l'autre côté, voilà, oui, et ça c'est le côté de l'aigle, c'est le côté positif. Et là, il nous montre des sculpteurs, des écrivains, des peintres. Et c'est le côté un peu positif, on peut dire. Et de l'autre côté, qu'on ne le voit pas, c'est le côté ouest, ça c'est le côté des jaguars. Là, on verra la mort, la guerre, la décadence et tout ça. Et tout ça, la culture maya, et c'est très dialectique. S'il y a les lumières, il y a l'obscurité. S'il y a les bons, il y a les mauvais. Et c'est tout, voilà, les contraires. Et c'est pour Duel. ça que la dualité, toujours la dualité. Ouais, et c'est vrai qu'on retrouve un peu dans le style de Diego, le fait de vraiment raconter des faits historiques, des histoires, mettre en valeur les cultures autochtones à travers des peintures murales. On retrouve vraiment aussi un peu cet esprit comme Diego Rivera. Je suis Et du coup, d'accord avec il y a toi. d'autres. Et nous, oui, j'ai seulement un commentaire. Pour nous, les guides, c'est obligatoire de faire la visite de les murales de Fernando Castro Pacheco parce que, comme vous disiez, nous aide beaucoup à que les touristes comprennent mieux qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr. dans l'histoire de Yucatan. Bien sûr, elles sont très très belles. D'ailleurs, il y a le salon de l'histoire aussi où il y a de très belles murales, de très belles peintures Oui, oui. Regarde, qui s'il nous vous plaît, racontent l'histoire. regarde ça. Il est très très beau, hein. Ah oui, oui. D'abord, avant de voir le tableau, regarde la beauté de ce salon. Voilà. Et ça, il nous parle de la richesse économique qu'il y avait la ville de Mérida en 1900.
le début de 1900. Voilà, que c'est quand s'est fait salon de l'histoire. Et bon, et ça, pourquoi est-ce que Média il a devenu très, très, très riche? Parce qu'il a commencé l'exportation de sisal ou de Heineken, qu'on parlera après. On le voit là, la richesse de l'époque, enfin les matériaux utilisés, vraiment sur quelque chose d'assez spectaculaire comme salon. C'était quoi l'utilité de ce salon à l'époque, tu sais? La finalité, c'est la même finalité qu'aujourd'hui. Si une personne importante visite la ville, c'est là qu'on accueille le gouverneur ou une autorité importante de la ville. Et là, on prépare quelques musiques, quelque chose à présenter. Et voilà, et on l'utilise encore comme ça. Hein. On l'utilise de la même façon qu'avant. C'est que pour donner des discours ou pour accueillir la personne importante qui visite la ville. Et du coup, il y a un personnage qu'on retrouve là sur l'une des peintures, Gonzalo de Guerrero. Ah oui, Gonzalo Personnage de Guerrero. Intéressant. Voilà, c'est celui-là. Et on voit qu'il y a une dame maya en arrière de lui et il y a un petit bébé. Voilà, c'est celui-là. Bon, il faut dire que Gonzalo de Guerrero, c'est le premier espagnol qui s'est marié avec une dame maya. Et comme ça, le petit bébé que vous voyez, c'est le premier métis, mélange entre maya et espagnol. Ça s'était passé dans la côte est de la péninsule de Yucatan, vers les années 1517. Il est arrivé Gonzalo de Guerrero. Il était avec son compagnon Jerónimo de Aguilar. Gonzalo de Guerrero s'était marié avec cette fille, mais Jerónimo de Aguilar non, parce que lui, c'était un catholique. C'est un prêtre catholique. Mais Gonzalo de Guerrero, quand Hernán Cortés il a demandé à Gonzalo et à Jerónimo de venir avec lui pour le protéger, Jerónimo, il a dit oui, mais Gonzalo Guerrero, il a dit non. Maintenant, je m'excuse. Maintenant, il y a une famille maya et je suis maya. Et comme ça, il a resté des côtés des mayas. Il était décédé avec une bataille dans l'endroit, je crois que c'est Bacalar, c'est l'endroit qu'il avait la bataille où il a décédé Gonzalo de Guerrero des côtés des mayas. Et Jerónimo de Aguilar, il a aidé beaucoup à la traduction. Lui, il a aidé la Malinche. Avec la Malinche, c'était le traducteur de Hernán Cortés, parce que Jerónimo, il a appris le maya. Et la Malinche, il a parlé beaucoup plus. Il a parlé náhuatl, que c'est la langue, on peut dire, nationale, maya et des autres langues. C'était la première polyglotte de l'histoire du Mexique. On a une question d'Hélène qui est intéressante, qui nous demande, le premier métis n'était donc pas le fils d'Hernán Cortés et la Malinche? Non, Gonzalo de Guerrero, c'était avant. Avant la conquête et l'arrivée des Espagnols. En fait, finalement, le fils de Hernán Cortés et la Malinche, c'est le premier métissage célèbre, le vrai. On peut dire ça, parce qu'il faut dire que Gonzalo de Guerrero, il est arrivé, on ne peut pas dire qu'avant qu'Hernán Cortés, non, parce que Hernán Cortés, c'est après Christopher Columbus, peut-être c'est lui qui est arrivé en Amérique, mais c'est lui qui s'est marié, il a eu des enfants. Et Hernán Cortés, après tout l'histoire qu'il a passée, s'est marié avec, peut-être pas marié, mais il a eu un petit bébé avec la Malinche. Martin. Mais pour les oui, parce qu'en fait, Gonzalo de Guerrero, lui, son bateau s'est échoué, si j'ai bien compris. Exactement. S'est échoué sur les côtes du Yucatan. Donc bon, il a atterri dans cette région. Il est tombé amoureux d'une Maya. Ils ont fondé une famille. Et finalement, il est mort en héros maya contre les Espagnols. Exactement. C'est pour ça l'importance de Gonzalo de Guerrero. C'est pour ça que c'est très important pour les Mayas. Il y avait un autre tableau aussi que tu voulais nous montrer. Oui. Bon, qui est juste à côté avec tableaux. 3 personnes. Oui. Ça, c'est les tableaux qui nous montrent les conquérantes de la ville. Comme j'ai dit avant, c'était Francisco de Montejo.
D'un côté, c'est son fils et de l'autre côté, c'est son oncle. Les trois, ils ont fondé des villes comme Mérida, et Valladolid et Campeche pour contrôler les Mayas rebelles de la péninsule de Yucatan. Les trois avec le même nom, Gonzalo de Guerrero. C'est pour ça que quelquefois dans l'histoire, ces mélanges, c'est qui a fait ça? On est sûr que le père, il a fondé Mérida. Et son fils Campeche et son oncle Valladolid, mais il y a des autres personnes qui disent que c'est le contraire. Ok, donc on a vraiment la même famille qui a dominé finalement et qui a conquis la péninsule du Yucatan et qui sont un peu répartis les. Exactement. Et sur la gauche aussi, on a un tableau. Oui, pardon. Oui, oui. Et le prochain tableau, il va nous aider à comprendre un peu pourquoi est-ce que ça manque beaucoup d'informations sur l'histoire de Mayas. Voilà. Parce que les Mayas, ils ont fait beaucoup de livres qu'on appelle codex. Voilà. Et ce monsieur qu'on voit, qui s'appelait Fray Diego de Landa, il est arrivé ici à Yucatan et il a récolté presque tous les livres, les codex, les idoles. Il a fait dans une seule nuit une chose qu'on appelle en espagnol auto de fe. C'est un peu comme, comment on peut dire ça, ça se faisait beaucoup en Europe. Non, je ne me souviens pas des noms. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé tous les codex et même en arrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chamans ou des prêtres mayas qui, dans ce moment, ils ont continué à faire des cérémonies pour adorer à les autres dieux. Et ces messieurs disaient non, maintenant seulement un dieu. Et comme ils ont dit non, on va continuer à faire ça, bon, ils ont été brûlés. C'est une chose comme l'Inquisition que vous avez en Europe. Bon, ça, on les considère comme les plus forts inquisiteurs. Ça, c'est son côté mauvais de Diego de Landa. Mais il y a un côté positif. Et après ça, le roi de l'Espagne, il a dit, qu'est-ce que tu as fait, mon ami? Tu ne m'as pas demandé la permission pour faire ça. Comme ça, il a fait venir à l'Espagne et lui, il était mis en prison. Il était, je ne me souviens pas, 4 à 5 ans en prison. Et pendant 7 ans, il a fait un livre qui s'appelle Relation de las cosas de Yucatan, où est-ce qu'il a écrit toutes les choses qu'il a volées. Les noms des jours en maya, il a parlé sur les calendriers, sur les différences des dieux, l'importance. C'est un livre très, très intéressant pour nous, les guides, pour les anthropologues et tout ça. Et c'était aussi considéré pour les épigraphistes comme la chose qu'il a trouvée Champollion, la pierre recette, parce que c'est dans son abécédaire qu'il a fait que les Russes, Yuri Norosov, il a trouvé la formule, il a trouvé la chose pour déchiffrer l'écriture maya, et ça, on l'utilise encore. Ça veut dire que grâce à Diego de Landa, on peut lire les 80% de l'écriture maya actuellement. Donc, il s'est mal comporté, mais finalement, il a apporté beaucoup pour comprendre un peu cette culture. Il y avait 2 autres tableaux qui étaient de l'autre côté, donc sur l'autre pan de mur, qui sont intéressants. Oui, où on voit vraiment des images d'esclaves mayas, où on voit vraiment Pacheco qui dénonce un petit peu comment ont été traités les Mayas à l'arrivée des Espagnols. Oui, oui. Et je ne sais pas si vous voulez commencer avec celui-là de Sisal. Lequel tu veux voir en premier, Francisco? C'est celui-là de Sisal. Voilà, c'est celui-là. Pourquoi? Pour introduire à notre client, à notre compagnon, à notre ami. Et voilà, c'est celui-là. C'est quoi la fibre de Sisal? Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit là? On voit la plante de Sisal à gauche. On voit un Maya qui faisait tout le travail. Le ballon de Sisal. Et à droite, on voit les riches espagnols avec le visage des profiteurs, et que parce qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent, parce qu'ils ne sont pas payés à les Mayas, et ils sont traités
comme des animaux. Et l'espérance de vie dans cette époque des Maya, c'était pas plus de 36, 38 ans. On peut nous imaginer, c'était dur, hein? Ils ont exprimé sa force au fond. Et là, il nous montre une chose, il nous montre que Fernando Castro Pacheco, il était un peu communiste, voilà. Il n'était pas à côté des Espagnols, même si lui, c'était un métis plus à côté des Espagnols. Il a été des côtés des Mayas dans son corps, on peut dire, un peu comme moi. Voilà, et c'est ça qui nous montre. Et c'est grâce à l'exportation de cette fibre que Mérida, il a devenu la ville plus riche de Mexique entre 1890 et 1920. Pendant 30 ans, on était la ville plus riche de Mexique. Waouh! Et il y avait ce tableau aussi qui était très intéressant où on voit vraiment des Et l'autre enfants, les tableau qui Mayas. aussi, voilà, dans ce moment donné, des villes ou des pays comme Cuba ou Belize, ils ont commencé à demander des esclaves. Et les riches d'ici, de Mérida, ils ont commencé à vendre des familles complètes de Mayas, même avec les enfants complètement nus. Et ici, on ne voit pas bien, mais à droite aussi, c'est les hommes riches avec les sacs d'argent et les visages des profiteurs pour dire, bon, on va vendre les animaux, parce qu'ils sont considérés comme des animaux, dans les autres pays comme Cuba pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Oui, c'est triste, c'est le message qui fait passer Pacheco à travers ses peintures. Bah, c'est réaliste, hein, finalement. On Oui, nous parle c'est jamais de la réaliste. colonisation. On a tendance à un petit peu enjoliver un petit peu la colonisation quand on apprend l'histoire, mais finalement, c'est ça, la colonisation aussi. Exactement. Du coup, il y a aussi la mairie, l'hôtel de ville que tu voulais nous montrer. Donc là, c'est vraiment pour le responsable de la ville de Mérida. Donc, on est toujours sur le Zócalo de Mérida. On est toujours sur le Zócalo del côté ouest. On voit la jolie mairie de Mérida qu'on appelle en espagnol ayuntamiento. Voilà. Et ça s'occupe que des problèmes de la ville. Voilà. Et dans ces photos aussi, c'est intéressant de voir une chose. À droite de ce bâtiment, on voit un autre bâtiment qui c'est complètement différent. Et voilà. Et il faut dire que la UNESCO, on n'a pas protégé à Mérida comme patrimoine mondial de l'humanité parce qu'on a fait beaucoup d'échanges comme ces échanges. On a fait tomber des vieilles maisons pour faire la modernité. Et bon, on n'a changé pas tous parce qu'on a les villes, les 12 centres historiques plus grands du pays, mais on a fait beaucoup la destruction au centre-ville des vieilles maisons et la UNESCO a dit non, 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 tu n'as pas comme ça, tu n'as pas protégé. Oui, parce qu'on n'a pas la majorité des édifices du centre-ville qui sont d'origine, qui ont été conservés. Donc, c'est pour ça que l'UNESCO a pas. C'est pour ça que Mérida n'est pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme d'autres villes comme Querétaro, par exemple. Au Campeche, ici à côté. Au Campeche. Voilà. Ok, du coup, tu nous parlais d'indépendantistes dans le Yucatan. Raconte-nous un petit peu. Bon, et ça correspond à la date de la construction de cette chose. C'était fait en 1821. Et en 1821, c'est la fin de la guerre d'indépendance. Dans ce moment, Mexico est devenu indépendante de l'Espagne. Les Yucatecos, on a profité, au même moment de l'indépendance, de se proclamer indépendante de Mexique. Et on a fondé la République de Yucatan. Ça veut dire un pays complètement différent au Mexique. Et pourquoi? Parce que géographiquement, on était très loin de la capitale. On était très, très loin. Pour venir à Mérida depuis la capitale, tu as besoin de faire 17 jours en train. Ça veut dire 17 jours, presque la moitié du mois pour venir. Ça veut dire que les nouvelles, les informations, même les ordres du président et tout ça sont arrivés 17 jours après.
Et c'est pour ça que je dis, bon, écoute, on est au bout du pays et on est obligé et on a la force, on a l'identité culturelle et on a la possibilité économique de faire ça. Et ils sont déclarés indépendants pendant quelques jours. Ok, bah, c'est vraiment super important. Du coup, combien de temps ça a duré cette indépendance de l'État du Yucatan? Bon, on a essayé plusieurs fois. On a essayé plusieurs fois. Et la première, je pense que ça ne durait pas plus de 4 à 5 jours. Et après, on a essayé beaucoup plus quand c'était vraiment le boom des Sisal, qu'on avait la richesse pour faire un autre pays. Et les États-Unis, ils sont invités à devenir indépendantes. Et même, ils ont invité à s'attacher à les États-Unis. Voilà, ils sont très intelligents, les Américains, hein, mais finalement, on a dit non. Et bon, et c'est ça. Et on a eu un gouverneur de l'État qui s'appelait Felipe Carrillo Puerto, que lui, il était des côtés des Mayas. Et peut-être lui, on le considère comme les dernières personnes qu'il a essayé de devenir indépendante du Mexique. Et ça, on parle de 1922. 1920 Ok. à 1922, ça veut dire. Et il faut dire que ça continue, les amis. Hein. Nous, on se considère comme la La lutte République du continue. Yucatan. Et oui, la lutte continue. Et oui, et nous sommes différents du reste du pays. Ça, c'est vrai. Hein. Bah, vous avez bien raison de conserver votre identité. D'ailleurs, tu commençais à nous parler brièvement tout à l'heure vraiment du boom de Mérida, la modernité de Mérida et vraiment la richesse. Ça a été la ville la plus riche du Mexique. Du Oui, coup, tu nous parlais du sisal, donc aussi connu sous le nom de Heineken. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on fabriquait avec le sisal à l'époque? voilà. On voit la plante. Voilà. Et à l'intérieur de cette feuille, il y avait une fibre. Il y a une fibre. Et c'était utilisé, voilà, on voit la fibre là en train de se sécher. Voilà. Et après ça, ils ont vendu ça à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont fait des cordes, ils ont fait des tapis, ils ont fait des sacs pour garder les blés, pour garder beaucoup de choses. Hein. Et c'est un matériel très résistant, même pour les bateaux. Pour les Mhm. bateaux, c'était utilisé beaucoup de cordes et c'était des cistales. Voilà. Et donc ça dépassait Et vraiment c'est ça. l'or, l'argent. C'était vraiment le matériau hyper important pour les Espagnols à l'époque, puisque c'était les Espagnols finalement qui l'exportaient, qui l'utilisaient. Tu as raison. Tu as raison. On avait plus de 1000 haciendas de Cisal et toutes les 1000 haciendas, c'était 40 familles de Yucatan qui sont les propriétaires. Et qui? Les descendants des Espagnols. C'est les propriétaires et les travailleurs, tu penses que c'est qui? Les Mayas. Voilà. Ils ont accumulé une richesse très, très importante. Et le vrai nom de cette plante s'appelle Enequén. Mais les portes d'exportation à l'époque s'appelaient Sisal. Et comme ça, quand les grands ballons de Sisal il a lésé les pays, ils ont stampé les noms de portes Sisal. Et quand c'est arrivé en Europe, aux États-Unis, tout le monde a dit, regarde, ça c'est le nom de ça, que c'est Sisal. Mais le vrai nom Ok. c'est Heineken. Et bon, on a accumulé, ils ont accumulé une richesse incroyable. Bah oui, on imagine. Du coup, on a une petite question pour les participants maintenant. Oui, On a oui, une je verrai question, bien. on a une question intéressante pour vous. Si on peut afficher la question à l'écran. Voilà, donc comment s'appelle, d'après vous, l'avenue anciennement appelée Champs-Élysées du Yucatan? Est-ce qu'elle s'appelle Paseo de Montejo? Est-ce qu'elle s'appelle Avenida Colón? Est-ce qu'elle s'appelle Paseo de las Bonitas ou Paseo de los Deportistas? On vous laisse Bonne question, deux, ça. deux Bonne question. petites secondes pour répondre. Les Champs-Élysées du Yucatan. C'est intéressant. Oh là C'est là. pour copier Paris. Ça faisait référence aux Champs-Élysées de Paris.
Oui, et à l'époque de sa fondation, Mexico, il était passé par on peut dire, on appelle en espagnol, afrancesamiento de las esculturas de los edificios. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant les Porfiria, pendant Porfirio Díaz, lui, il était tombé en amour complètement de la France. Hein. Et il a amené les kiosques au centre-ville, il a amené beaucoup de choses de la France. Même lui, avant sa mort, il était réfugié à la France. Il En était France, il a été enterré enterré en France. dans son cimetière de Paris. Voilà. Bon, et c'est pour ça que dans ces moments, la culture française était à la mode et les Champs-Élysées, c'était bien connu. Il a dit, bon, on va faire une avenue comme les Champs-Élysées avec des très belles maisons. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé avec cette idée. Alors, Et voilà, on voit les réponses. qu'est-ce qu'ils ont répondu? Bon, la plupart ils ont répondu Paseo de Montejo, mais on a aussi des participants pour l'Avenida Colón, Paseo de las Bonitas et Paseo de los Deportistas. Et la réponse correcte, c'est Paseo de Montejo. Montejo, c'était le conquérant de la ville. Voilà. Et finalement, Donc, aujourd'hui, on a laissé l'avenue à son nom. et voilà, et là, oui. On a Et les du coup, mis. le Paseo de Montero, c'est une très, très belle avenue Ah à oui, oui, Mérida. oui, oui. C'est une avenue qui se trouve au nord de Zocalo. Voilà, voilà, c'est celui-là. Que ça a commencé à faire en 1895-98, ils ont commencé à faire des belles maisons avec l'argent des 6 salles. De où est-ce qu'ils avaient eu l'argent pour faire toute cette maison? Parce que le messieurs, par exemple, c'est celui-là, la casa de Gabriel Canton. Lui, il était un homme très, très riche à base de 6 salles. Il a amené les matériaux, même l'architecte de l'Europe, pour faire une maison comme c'est celui-là. Hein. Actuellement, cette maison, ce bâtiment, c'est le musée d'anthropologie et d'histoire de Mérida. Ça D'accord. veut dire qu'on garde de très bonnes choses à l'intérieur. Et à l'extérieur, regarde, c'est une Très, très bon. très belle maison. Hein. On a la Oui, et Casa ça, Las c'est une de les Gemelas premières. aussi. Ah, la Casa de las Gemelas. Ah, on a perdu Francisco. Donc ça, c'est les aléas. On va attendre qu'il se reconnecte. Attendre 2-3 minutes, puisqu'en fait, bon, ben voilà, comme on fait ces visites chacun depuis chez nous, des fois on peut avoir des petits soucis de connexion. Donc on va attendre que Francisco se reconnecte. Donc là, en fait, on voit Casa de las Gemelas en fond. Donc, Paseo de Montejo. C'est vraiment une très, très belle avenue à Mérida. On aime vraiment beaucoup. Il y a de très beaux bâtiments. On voit vraiment les différentes influences espagnoles, françaises. C'est vraiment une très, très belle avenue. Je vais juste regarder. Pardonnez-moi. Je vais juste demander à notre guide Francisco s'il se reconnecte. Des fois, la technologie, c'est pas toujours en notre faveur. Hop là. Pardonnez-nous pour ce petit inconvénient technique. Alors, est-ce qu'il se reconnecte? Bon, si vous avez des questions pour Francisco quand il revient, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, on va les sur le CISAL, le Heineken. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup de noms. Oui, en attendant, est-ce que Mexico propose des visites guidées de la ville de Mérida une fois confirmée en attendant, Mexico propose des visites guidées de la ville. Ah oui, donc évidemment, on propose aussi cette visite en réel. Hein.
L'idée là, c'est de vous donner envie de la visiter de manière réelle. C'était une très très belle ville, franchement, qu'on met dans les itinéraires Mexico. C'est vraiment une très très belle ville. Mérida, on vous la recommande, on vous la surrecommande, tant sur le point architectural, historique. Ah, j'ai vu qu'il s'était reconnecté, Francisco, et il a redisparu. Sur le point historique aussi, et puis aussi, voilà, c'est une jolie ville culturellement parlant. On a beaucoup de galeries d'art de plus en plus. C'est vraiment une ville qu'elle vend en poupe, hein, Mérida. Elle est passée dans beaucoup de documentaires parce que vraiment il y a beaucoup d'artistes, d'étrangers qui y sont venus. C'est une ville cosmopolite, bien qu'une toute petite ville, hein, c'est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de galeries d'art, des expos, des concerts, voilà, de jazz, de blues, voilà, des petits bars cachés. Enfin, vraiment, c'est une ville très agréable à visiter. C'est d'ailleurs la ville la plus safe du Mexique. Donc, c'est aussi, enfin voilà, pour les familles, on s'y sent vraiment bien. C'est une très très belle ville. Vraiment, je la recommande vraiment en voyage. Et quand on voyage sur place, Hélène, on recommande à peu près 2 jours, voire 3 jours. Bon, alors des fois c'est difficile de profiter pleinement de tous les endroits et de rester partout longtemps. Mais voilà, l'idéal c'est 2-3 jours, 2-3 jours sur place. Puis en plus autour de Mérida, je sais pas si vous avez vu la vidéo qui est dans la salle d'attente virtuelle. On a mis une petite vidéo et vraiment autour de Mérida, mais c'est un trésor. Il y a des cénotés, il y a la plage, il y a des sites archéologiques, notamment la Ruta Puc. Donc la Ruta Puc, en fait, c'est une route qui regroupe beaucoup de sites archéologiques de style Puc. Donc le style Puc, en fait, c'est un site, ça c'est un style architectural maya. Donc le style Puc, ça fait partie des plusieurs styles. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la Ruta Puc. Et du coup, il y a la Ruta Puc pas loin de Mérida. Il y a aussi Izamal, qui est le village doré, qui est très 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 joli aussi, qu'on vous recommande. Donc vraiment, Mérida, c'est la destination qu'on recommande par excellence. Alors, Francisco me dit qu'il est en train de réouvrir l'application. J'espère qu'il va y arriver, qu'il va revenir bientôt. Je vais essayer de l'appeler quand même. Bah, peut-être qu'en attendant, je vais vous mettre une petite vidéo qui va peut-être vous donner envie. Alors, j'avais une petite vidéo là, sympa. Vidéo générale. Ah, bah, je vais vous montrer le marché, tiens, en attendant. Il y a le marché de Mérida, puisqu'on l'a pas vu, on voulait vous l'envoyer après. Mais pendant que Francisco se connecte, bon, je vais vous montrer le marché. Le marché de Mérida. Je crois que c'est le marché, alors bon, Francisco nous dira, mais je crois que c'est un des marchés les plus importants du Mexique. Ah non, ça c'est notre vidéo. Bon, on va voir cette vidéo en attendant. Bon, bah, elle n'est pas disponible. Très bien. Aujourd'hui, on n'a pas tout qui est avec nous, hein. La technologie ne nous accompagne pas aujourd'hui. Alors, c'est où qu'on a la vidéo du marché? Il me semble qu'on l'avait. Hop là. Non, là, je la retrouve pas, tiens. Bon, on vous l'enverra. On vous l'enverra après la visite, mais ouais, elle est vraiment. Elle est chouette, ça permet de se rendre compte un petit peu le marché de Mérida, comment il est, les fruits, enfin les couleurs. C'est vraiment une vidéo qui est chouette. Bon, elle est en espagnol, hein, mais comme ça vous met dans l'ambiance. Bon, en attendant, on va regarder les alentours de Mérida. Hop. Je vais juste regarder si Francisco revient, parce que malheureusement, s'il revient pas, on va pas pouvoir terminer la visite. Bon, en attendant, je vous mets une petite musique, hein, pour pas vous laisser comme ça. Normalement, on allait la passer à la fin, mais bon. On voit des images de Mérida. Mais c'est pas ça. Hop
Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah ben alors, écoute, décidément, aujourd'hui, c'est pas notre jour. Mais je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, Hélène, pourrais-tu nous envoyer peut-être la vidéo qu'on a dans la salle d'attente pour qu'on puisse montrer quelque chose le temps que j'appelle Francisco pour qu'il se reconnecte, parce que je pense qu'il va avoir besoin de mon aide pour se reconnecter. Est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, le lien de la vidéo qui est... Comme ça, je vais l'appeler, comme ça on vous laisse une petite vidéo en attendant pour pas vous laisser comme ça tout seul. Ah, je crois que c'est bon, je l'ai trouvé. Voyons, voyons. Hop là. Alors. Je reviens, hein. J'appelle Francisco et je suis à vous. Je crois que Francisco est revenu. Alors, Francisco, est-ce que tu pourrais réactiver ton micro et ta caméra? Excusez-nous pour ces petits aléas. Ça fait partie de l'expérience à domicile. On essaye de tout faire à distance, donc bon, des fois, évidemment, il y a des petits bugs. Ok, je suis connecté, gracias. C'est bon, on a retrouvé Francisco. Excusez-moi les amis, mais tu sais, la technologie, c'est loin d'ici et là, et ben bon, on est encore ici. Bon, et on est sur les Champs-Élysées, et on est passé de Monteco, et ça, c'est une très belle maison, que c'est une des seules maisons qui s'est ouverte à tous les touristes, c'est un musée. Et même tu peux les louer pour faire une fête là, la fête de 15 años, un mariage, n'importe quelle chose.
La chose intéressante de la Quinta Molina, c'est que le propriétaire, il a gardé les meubles, il a gardé les tableaux, il a gardé beaucoup de choses qui nous montrent la beauté et la richesse de ce moment. Voilà, la Quinta Molina, c'est une des plus belles maisons parce que c'est petit mais mignonne. Voilà. Très, très belle. Et au fond de l'avenue Montero, on a un monument qui est magnifique et d'ailleurs qui retrace beaucoup l'histoire de Mexico. Exactamente. Et ça s'appelle Monumento a la Bandera, le monument au drapeau, que c'était fait par un Colombien, même pas pour un Mexicain, pour un Colombien, il a trouvé la pierre de la région. Et si tu vois au centre, c'est un Maya, qu'il y a une offrande à la main, il y a deux jaguars à côté, voilà. Et il y a un petit là au centre, c'est les boucliers de la ville qu'on n'a pas montré au palais de la maire de ville, là, que c'est un lion et un château parce que Francisco de Montejo, il est venu de ce royaume. Voilà, et on voit que c'est plein de Mayas qui sont en train de faire des offrandes. Et si on tourne un peu à droite, un peu plus à droite, voilà. Donc, on va faire le tour du rond-point. OK. Oula. Oula, ça c'est... Donc là, on a une vue du ciel, on revient. Du coup, là, si on fait le tour du rond-point, on a des personnages, non, sur le côté. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que j'ai recalqué que le sculpteur, il était colombien parce qu'il a pris l'histoire pour faire tous les visages qu'on voit sur les murs. C'est des personnes importantes qui ont fait la guerre de ce côté, c'est la guerre de l'indépendance. C'est pour ça qu'on voit là 1810, quand c'est le prêtre jésuite Hidalgo qui a sonné la cloche pour commencer la guerre, le 15 de septembre de 1810. Et ça, c'est toutes les personnes qui sont mises dans ce mouvement. Voilà. Qui ont été impliqués dans l'indépendance mexicaine. Qui sont impliqués dans la guerre d'indépendance. La décoration, comme tu vois, on l'appelle l'art nouveau maya, parce que pour tout, c'est comme à l'époque. Et si on tourne en arrière. Donc là, on fait le tour du rond-point. C'est chouette parce qu'on a une vue qu'on ne pourrait pas voir en vrai, là. Au milieu de la route. Là, ça c'est quoi? Là, c'est la représentation des lacs de Texcoco où s'est trouvé l'aigle qui mange la serpente à sonnette. C'est la fondation de la capitale du Mexico. Voilà, peut-être vous savez, tout le monde sait que la capitale s'était faite sur une ville aztèque, mexicaine, qui s'appelait Tenochtitlan. Et c'était vraiment une ville qui s'est faite sur un grand lac. Et au fond, on voit l'arbre de la vie, que pour nous, les Yucatecos, c'est la ceiba. L'arbre de ceiba, c'est très important pour notre culture. Et de l'autre côté, c'est l'arrivée des Espagnols et les rencontres avec les Mayas. Les Mayas, voilà. Et très, très beau ce bâtiment. C'est très, très, très beau. Et du coup, là, si on continue le tour, on a d'autres personnages, c'est ça? Parce qu'il y a des personnages importants de la Révolution. Personnages importants de la Révolution, on parle de 1910, et ça a commencé la guerre de Révolution. Les personnages importants, on peut dire Pancho Villa, voilà, Emiliano Zapata. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une dame avec une robe assez grande. Ah oui, tiens. Voilà. Ça, c'est Charlotte, l'impératrice de Mexico, avec son mari Maximilien, qui après la guerre qu'on a eue avec les Françaises, et bon, les Français sont venus ici, ils ont essayé de faire une colonie, et ils sont mis à ce monsieur Maximiliano, que pendant 9 ans, elle était l'impérateur de Mexico, mais à la fin, c'était fusillé. Voilà. Et après ça, Charlotte, il a rentré à Belgique parce qu'elle est belge, et il est devenu folle. Et voilà. Oui. Du coup, on a vraiment
une concentration de tous les personnages emblématiques de l'histoire du Mexique sur ce bâtiment. Oui, c'est un très bon travail de M. Orozco qu'il a vraiment appris l'histoire pour pouvoir représenter dans cet monument toute l'histoire du Mexique. Voilà. Très joli. Et du coup, maintenant, Mérida, elle est vraiment aussi connue pour son côté un peu contemporain, moderne, au niveau architectural. Il y a beaucoup d'hôtels, des expos. Enfin voilà, au niveau de l'architecture, on a vraiment un renouveau de Mérida. Cosmopolite, exactement. Et bon, après le boom de Cisal, et bon, les centres-villes, il a grandi. Et l'hospitalité des Yucatecos aussi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la même chose que dans les autres côtés du Mexique. Et nous aiment les touristes quand ils vont venir seulement pour visiter, pas pour vivre. Parce que aussi nous sommes un peu en résistance, voilà. Et c'est pour ça que Mérida, actuellement, c'est la ville plus sûre du Mexique. Si on parle des kidnappeurs, des voleurs de banques, des cartels et tout ça, c'est la ville plus sûre du Mexique. Mais c'est pour ça que beaucoup de monde veut venir ici à habiter. Mais on a un filtre naturel, que c'est avril et mai. Si une personne peut résister 42-45 degrés, la sensation thermique de 54-55, tu peux rester habité à Mérida. Mais pas beaucoup de personnes qui résistent ça. Et bon, ça, c'est notre filtre naturel. Et la photo, ça que tu vois, c'est à l'intérieur de Rosas y Chocolate, un hôtel boutique qui se trouve sur les Champs-Élysées et qui nous montre la modernité. Il a fait des changes à l'intérieur. À l'extérieur, il a gardé la façade, mais à l'intérieur, il a fait des changes et on peut dire que c'est la modernité, voilà. Et une question, par exemple, ça, que c'est le palais de la musique. Le palais de la musique, c'est le plus moderne qu'on a dans Mérida, voilà. Et, On bon, entend c'est les pour oiseaux ça. tropicaux là derrière toi. On entend les oiseaux chanter. Ah oui, oui, on a beaucoup d'oiseaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue. Les animaux, ils reprennent la nature, hein, c'est grâce à ça. Bon, je ne sais pas si c'est la maladie ou non. Bon, au fond, tu vois l'église del Jesús, que c'est un bâtiment de l'époque coloniale, et les contrastes que c'est fait avec cet édifice moderne, que c'est le palais de la musique. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent que si Mérida s'était habité ou visité par beaucoup des Américains. Tu sais, la réponse est non. C'est beaucoup plus visité et habité par des Européens. On Ah a oui, tiens. vraiment beaucoup de Français qui habitent ici à Mérida et aussi des Italiens, des Espagnols pas trop, mais des Allemands. Le tourisme qui vient à Mérida, c'est un tourisme culturel. C'est un tourisme qui vient à À chercher connaître. l'histoire, à se contacter avec les Mexicains, à partager beaucoup de choses. Et l'Américain, malgré tout, pas tous, hein, pas tous, mais la majorité, ils cherchent des endroits comme Cancun, les autres endroits qui sont pleins de belles plages, mais aussi de beaucoup de mauvaises choses. Oui. Bon, bah, du coup, maintenant, on va passer aux questions. On a des petites questions sur la visite. Voilà. Ok, Donc, voilà. qui a fondé la ville de Mérida? Donc là, c'est à vous de jouer, ceux qui sont connectés. Qui a fondé la ville de Mérida? Est-ce que c'est Francisco de Montejo? Est-ce que c'est Fray Diego de Cocoyudo? Est-ce que c'est Fray Diego de Landa? Ou est-ce que c'est Francisco González? Quelle est l'origine de la richesse de Mérida? Est-ce que c'est le Henneken? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le sisal, l'agave ou l'obsidienne? J'ai l'impression que là, on a plusieurs possibilités de réponse. Et la troisième question, c'est qui est le symbole du métissage mexicain? Est-ce que c'est Jerónimo de Aguilar, Juan de Grijalva, Diego de Landa ou Gonzalo de Guerrero? On va laisser 2-3 petites minutes pour répondre. On attend la réponse. Et ensuite, tu vas nous dire s'ils ont vu juste.
On va laisser encore 2-3 petites minutes. C'était vraiment intéressant de voir Mérida. Bon, moi, je l'ai vu en vrai aussi. Bah alors, ce qui est bien, comme tu disais, le filtre naturel de la température, c'est que là, on a une visite de Mérida sans les 45 degrés, du coup. Ça, c'est vrai. C'est Bon, c'est c'est les quand même pires. mieux Hein. d'avoir les 45 degrés et y être. Et y être. Alors, est-ce qu'on partagerait pas les résultats? Ok, on va les voir. Alors, dis-nous, Alors, Francisco, est-ce qu'ils ont eu juste? bouf, tu vois, la première question qui a fondé la ville de Mérida, tout le monde il a dit Francisco de Montero. J'ai Très un peu la bien. doute parce que je ne sais pas si c'est Francisco González, mais je ne crois pas. De quoi? Personne qui l'a dit Francisco González. Là, il n'y a personne qui a dit Francisco González. Ah ben oui, parce que Francisco González, j'avais oublié ça. C'est notre guide. Donc c'est toi, Francisco González. Oui, c'est moi, Francisco González. C'est pas Bon, toi la qui deuxième as fondé la question, ville de Mérida. mais non. Bah, tu La la promeux deuxième bien en tout cas. question, la deuxième question, quelle est l'origine de la richesse de Mérida? Comme vous disiez, il peut y avoir beaucoup de réponses. Enneken, oui, que c'est la même chose que Sisal et que c'est une agave. Voilà. La personne qui l'a dit obsidienne, non, 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 non. L'obsidienne, c'est la lave des volcans. On n'a pas de volcans ici dans les Yucatan. Comme C'était la ça, richesse de non. Teotihuacan, l'obsidienne. Ça, c'est la richesse de Teotihuacan et aussi des volcans de Guatemala. Et l'argent aussi, on n'a pas de mines ici dans les Yucatan. Comme ça, non. Non, c'est pas possible ça. Et voilà. Ça veut dire Donc que du coup, c'était bravo, il faut voir l'Henneken. trois. Enneken, C'est ça la Sisal gave. ou la Gave. La Gave, c'est la famille de ça, tu vois. Mhm. Et la troisième Et question. la troisième question, quel est le symbole de métissage mexicain? Jerónimo de Aguilar, non. Juan de Grijalva, non. Diego de Landa aussi. Et les gagnants, c'est Gonzalo de Guerrero. Voilà, c'est 4 personnes sur 12 qui a dit Gonzalo de Guerrero. Ça, c'est magnifique. Donc non, Parce Diego que de ça, Landa, c'est celui qui a fait l'auto-da-fé. Donc le fait de exactement, brûler l'Inquisition. les livres. L'Inquisition, exactement. Donc c'est Alors, Gonzalo de c'est Guerrero, le héros Gonzalo de métis. Guerrero. Ça, c'est la vraie réponse. Bon, bah, du coup, maintenant, on va passer aux questions. Donc là, c'est à l'inverse. Si vous avez des questions pour Francisco, c'est le moment. Donc Bienvenue à toutes les questions. vous pouvez les écrire maintenant. Bon, alors, il y a eu quelques questions déjà pendant la visite, mais voilà, si vous avez d'autres questions sur le monde maya en général, la conquête des Espagnols, l'indépendantisme du Yucatan, voilà, sur les origines de Mérida ou voilà, des choses actuelles. On a une première question OK? de Élise qui nous demande: les grandes maisons du Paseo Montero sont-elles aujourd'hui principalement des résidences? Non, la réponse est non. C'est seulement les casas gemelas qui sont habitées encore par les propriétaires. Toutes les autres maisons sont devenues des business ou comme des musées. Non, personne qui habite pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les vrais habitants des maisons des Champs-Élysées? Ils sont installés au nord de la ville. Parce que bon, c'est près des centres-villes, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bruit, et ils sont se demeurés dans un autre endroit. Ça, c'est la D'accord. réponse. Alors, on a une autre question de OK. Hélène qui nous dit: la plante de sisal ne permet que la création de paniers, etc., avec sa fibre séchée, ou peut-on aussi fabriquer de l'alcool avec, comme c'est une plante de la famille d'agave? Oui, la réponse est non. C'est de la même famille d'agaves, mais chaque agave en Mexique, on a ses différentes utilisations. L'agave bleue, on fait avec l'agave bleue les fameux tequila. Voilà. Avec une autre agave qui s'appelle les maguey. Avec les maguey, on fait le mezcal, que c'est une boisson alcoolisée qu'il y a un verre à l'intérieur de la bouteille. Et l'autre, c'est bien connu, le sisal,
ça c'est utilisé que pour la fibre. Voilà. D'accord. Donc, on n'utilise vraiment que la fibre pour fabriquer. Ça s'utilise encore aujourd'hui, d'ailleurs? Pardon? Ça s'utilise encore aujourd'hui, la fibre de sisal, pour la Oui, fabrication de paniers? on a oublié de dire pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire l'utilisation des sisal. Vers les années 1940, et ils ont commencé à sortir les nylons du pétrole. Ils ont commencé à faire toutes les choses qui se faisaient avec des sisal, maintenant avec les nylons. Et ça, de plus en plus, il a remplacé la fibre de sisal. On a abandonné les chambres, les haciendas aussi ont été abandonnées, et voilà. Et maintenant que la personne a dit, bon, c'était mieux le sisal, et maintenant, les premiers producteurs de sisal, c'est le Brésil. D'accord. Et voilà, et c'est peut-être ça que ça répond à ta question. Oui, on a une autre question de Lucas qui nous dit: quelle ville est la plus riche culturellement entre Mérida et Valladolid si l'on devait en visiter qu'une seule? Ah bah là, je ne sais pas si ça va être très objectif de demander ça, Francisco. Son tres. C'est dur la réponse, Seigneur. C'est dur la réponse parce que, bon, j'aime bien Mérida parce que c'est la plus grande, c'est la plus culturelle, c'est la capitale et tout ça. Valladolid, c'est une petite ville très mignon, il faut dire, très, très, très mignon. Mais si vous me disiez c'est laquelle est meilleure à visiter, bon, Mérida. Tu vas trouver beaucoup plus de choses à Mérida. Ça veut dire que si tu as seulement 2-3 jours en Mérida, c'est la question. Si tu as plus de jours, bon, visite les deux. Mais non, Mérida, sans question, Mérida. D'accord. On a une question, je crois qu'on a perturbé un petit peu avec l'histoire des agaves. Donc, Liselotte nous dit, le mezcal n'est pas fait à partir d'agaves. En fait, ce que tu disais, c'était que c'était pas la même variété d'agaves, c'est ça? C'était pas dans la même famille? Exactement. Oui, et bon, peut-être je vais être plus pour montrer pour ça. Et tu vois qu'il y a des familles, subdivisions des familles, et comme ça, la classification faite par les biologistes ou les personnes spécialisées en ça, ils vont d'une chose générale à, ils vont descendre pour trouver une chose plus particulière. Voilà. Ça veut dire, agavaceas, c'est toutes les plantes qui ça pousse. Par exemple, chez vous, il existe, je suis sûr, aloe vera. L'aloe vera, c'est une agave aussi. C'est de la famille des agaves, voilà. Mais chaque agave, il y a sa particularité. Je ne sais pas si c'est... Ça veut Ouais, dire c'est que qu'en le fait, on a mezcal, la famille des agaves. Ensuite, on a des sous-familles qui regroupent des variétés d'agaves. Exactement. C'est ça la chose officielle. D'accord. Sous-famille et tout ça. Ça veut dire que le mezcal, ce n'est pas fait avec une agave, non, c'était fait avec une agave. Ok. On a une autre question de Liselotte qui nous demande: quel type de cénoté peut-on trouver aux alentours de Mérida? Ouh là là. Vous savez, les amis, on a répertorié plus de 3500 cénotés dans toute la péninsule de Yucatan. Waouh! Comme ça, on a une quantité de cénotés, chacun différent, chacun avec sa bouteille en particulier, que je ne peux pas te dire c'est quoi les meilleurs. Voilà. Il y a unes qui sont plus commerciales que les autres. Il y a unes qui c'est comme Walt Disney, voilà, tout artificiel. Il y a des autres qui se trouvent au milieu de la forêt, que c'est que pour nous. Et c'est difficile à dire. Hein. Les types de cénotés, bon, dans les types, on a 3 types. Complètement ouvertes, voilà, que en majorité, sa forme de la bouche, c'est ronde. Le deuxième, c'est moitié-moitié. Ça veut dire la moitié couverte de domos et la moitié ouverte. Et la troisième, c'est complètement à l'intérieur de la caverne. Tu ne vois pas le ciel, voilà. Ça, c'est les 3 types de cénotes qu'on trouve dans la péninsule de Yucatan, mais on a beaucoup. D'accord. On a une autre question du coup de Liselotte qui aime beaucoup les cénotés, qui nous dit donc merci pour la réponse, elle te remercie. Et est-il possible de plonger dans les cénotés autour de Mérida? Tu le sais? De plonger avec une bouteille? Question pour plonger avec les cénotes de Mérida, vous disiez? Oui, plonger avec bouteille, hein?
donc avec oxygène. Ah, oui, oui. Et comment est-ce que pour dire et on a beaucoup de cénotes que les plongeurs professionnels, ils ont fait une chose qui s'appelle un cordon de vida, une corde de vie, parce que c'est très dangereux pour les premiers plongeurs avec la bouteille, parce que si tu arrives au fond et si tu bouges un peu le fond, tu ne peux pas savoir par où c'est la sortie. Et c'est pour ça que c'est très, très dangereux. Même pour plonger sur cette cénotes, tu dois avoir une autre certification, une autre iPad, PADI ou chose comme ça, tu vois. Mais je connais environ de 8 cénotes avec la possibilité de plonger avec des bouteilles. Et t'en as un ou deux que tu peux nous citer comme ça, où il est possible de plonger avec une bouteille? Oui, je pourrais te dire, attendre les cenotes de la Hacienda Cacao. Ok, on va se le noter. Ça, c'est un que c'est bien connu pour ça. Et un deuxième que je connais, que c'est un qui s'appelle Canquiriche. C'est un nom en maya. La traduction en français sera l'endroit des fleurs jaunes. Canquiriche. Ça, c'est les deux personnes. Le deuxième, il faut aller avec un guide parce que se trouve à la milieu de la forêt. Et les premières, c'est plus facile. Tu peux trouver les chemins. Ok. On a une dernière question de Hélène qui dit « J'ai vu que la cochinita pibil était typique du Yucatan et Mérida. À quelle fréquence la mange-t-on » Donc, est-ce que c'est un plat qu'on… C'est une bonne question. Les dimanches matin, c'est le petit déj favori de tous les Yucatecos. Ça veut dire que ça, on les mange une fois par semaine, surtout les dimanches. Les dimanches, quand tu te lèves, tu as fait la fête les soirées passées, tu te lèves, c'est pas, vous disiez la gueule de bois, non, on dit cruda, et tu as besoin d'une chose forte et piquante. Et c'est ça la cochinita pibil. Ça veut dire que la fréquence, c'est une fois par semaine, obligatoirement. Une fois par semaine. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Francisco, d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir fait cette visite. C'était vraiment super intéressant de connaître Mérida, même si c'était virtuellement. Ça donne vraiment envie de la visiter. Là, on va se laisser avec une petite vidéo. On va se quitter sur… oui, bon, alors apparemment, voilà, on n'a pas tout qui est avec nous aujourd'hui. La vidéo qu'on voulait vous mettre ne fonctionne pas. C'est pas grave, on vous l'envoie. Si vous voulez, on vous l'envoie dans le chat si ça fonctionne pas. Et comme ça, vous pouvez la regarder chez vous et terminer sur les petits sons Yucatec. Donc, on vous la met dans le chat ici. Comme ça, vous pouvez vous l'écouter avec la musique. Oui, Francisco? J'aimerais bien seulement dire à tout le monde, merci pour votre compagnie. Pour moi, c'était un plaisir de montrer ma ville et c'est un plaisir de savoir qu'il y a encore des Français intéressés dans notre histoire. Et après que tout ça, ça passe, on est ici avec les bras ouverts pour vous accueillir et bonne chance la France. Ben, merci beaucoup, Francisco. Bon, normalement, on se quitte en musique. C'est un peu notre petite tradition à nous. On vous laisse le lien. Ah, ben là, apparemment, ça fonctionne. Voyons. Ah, on a un peu de chance pour terminer avec de la musique. Voyons. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir participé. Oh my God. Eres la reina de Yucatán, te admiro y amo, flor del Mayá. Mérida hermosa, ciudad que soñé. Toma en mi canto todo mi querer.
cintura juncal. Dulce jarana en que vibre el alma del Mayab. Jicaritas de colores, Mérida, tierra de amores. Bajo tu cielo se aprende a forjar ilusiones, a vivir y a amar. Tienes el embrujo raro de Chichen y Uxmal. Te han hecho bella las pencas de tu Eneguenal. Tienes mujeres preciosas, tienes palmeras y rosas. Mérida, tierra de amores, me has robado el alma y no te he de olvidar. Jicaritas de colores, Mérida, tierra de amores. Bajo tu cielo se aprende a forjar ilusiones, a vivir y a amar. Tienes el embrujo raro de Chichen y Uxmal. Te han hecho bella las pencas de tu Eneguenal.